Une vieille photographie datant de la Seconde Guerre mondiale montrant des soldats nazis ayant capturé une femme a été découverte par hasard dans les archives de Dresde. Les experts se sont immédiatement lancés dans son analyse, espérant identifier les personnes ou le lieu malgré les 80 années écoulées. Cependant, en agrandissant l'image, ils ont remarqué un détail sur la femme qui les a fait blêmir. La photographie qui prenait la poussière depuis des décennies dans une enveloppe non étiquetée au fond d'un tiroir des archives historiques de Dresde a été trouvée tout à fait par hasard. Un stagiaire nommé Lucas travaillait à la numérisation de boîtes de vieilles photos pour un projet de préservation du patrimoine de la Seconde Guerre mondiale. Avant de poursuivre, nous vous prions de mettre un pouce bleu sous cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Merci pour votre soutien, cela compte énormément pour nous. La photo en noir et blanc, étonnamment bien conservée, ne semblait rien avoir de particulier au premier abord. 6 soldats nazis en uniforme se tenaient près d'un mur de briques, encadrant une femme dont les mains étaient liées au-dessus de la tête. Mais 40 ans après sa prise, cette photo allait révéler quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose dans l'expression du visage de la femme a poussé Lucas à interrompre son travail. Contrairement à de nombreuses autres photos de guerre montrant la panique ou le désespoir, cette femme semblait défiant le calme. Entourée de soldats nazis, elle ne montrait pas la moindre trace de la peur qu'elle devait pourtant ressentir. Le jeune stagiaire a admiré un instant son courage avant de reprendre ses tâches. Il a nommé le fichier simplement «Soldat nazi capturant une femme» et l'a chargé dans le système central sans y accorder plus d'importance. Mais Lucas n'était pas le seul à avoir remarqué cette femme. En quelques jours, des historiens, des archivistes numériques et des experts médico-légaux se sont penchés sur l'image. Le fichier a été marqué pour un examen prioritaire en grande partie à cause de la date griffonnée au verso 14 octobre 1944. Cela seul était significatif. À cette époque, la documentation était rare, surtout dans les territoires de l'Est, où les unités nazies avaient commencé à détruire leurs archives à la hâte. Mais c'était la femme qui intriguait tout le monde. Qui était-elle? Pourquoi avait-elle été capturée? Qu'était-elle devenue? La photographie s'est rapidement répandue sur les forums d'historiens en ligne, puis dans les médias grand public, suscitant une vague de spéculation. Tout le monde voulait savoir pourquoi cet instant précis avait été immortalisé. Il existait de nombreux témoignages des atrocités nazies, mais dans l'ensemble, ce traitement d'une femme n'était pas le plus cruel de leurs actes. Certains ont affirmé que la photo était un faux, une mise en scène. Ils refusaient de croire que l'expression provocante de la femme était authentique, arguant qu'être ligotée et entourée de 6 soldats nazis suffirait à terrifier n'importe qui. Puis est survenu un rebondissement inattendu. Une équipe d'experts en criminalistique visuelle du Centre européen de visualisation historique a effectué une analyse de la photo en haute résolution. Leur objectif était simple, examiner les uniformes, vérifier les détails du lieu et peut-être identifier le régiment pour tenter de nommer les soldats. Bien que la femme intéressât tout le monde, les experts savaient que les chances de découvrir son identité étaient minces. Mais lorsqu'ils ont zoomé sur la zone autour du poignet gauche de la femme, ils ont blêmi. Soudain, les soldats n'avaient plus d'importance. Toute l'attention était tournée vers elle. Là, à peine visible gravé sur le bracelet de cuir qui lui liait la main, se trouvaient les initiales FH. En elle-même, elle pouvait ne rien signifier, mais les experts savaient qu'aucun détail sur une telle photo n'était anodin. Ils savaient que FH devait avoir une signification. L'un des chercheurs a pris l'initiative de comparer les initiales avec les registres des mouvements de résistance dans la région. Il ne s'attendait pas à trouver grand-chose, mais tard dans la nuit, il est tombé sur un nom qui a semblé lui sauter aux yeux, Friederike Haas. Le chercheur a partagé sa découverte avec le reste de l'équipe et tous ont convenu qu'il ne fallait pas trop s'emballer, mais c'était un pas prometteur. La recherche qui a suivi fut minutieuse. Ils ont épluché des registres civils abandonnés depuis longtemps, déchiffré des rapports de terrain griffonnés et exhumé des procès-verbaux d'interrogatoire jamais traduits. Le nom de Friederike Haas résonnait dans la pièce. Si leur travail était jusqu'alors guidé par la curiosité, il était désormais empreint de révérence. Ils n'étudiaient plus seulement une photo de guerre. Ils se trouvaient au seuil d'une histoire humaine qui attendait depuis 8 décennies d'être racontée. Tout ce qu'il leur restait à faire était de confirmer que la femme sur la photo était bien Friederike. Une analyse plus approfondie du bracelet en cuir a révélé qu'il avait été fabriqué à la hâte à partir d'une courroie de fusil allemande, probablement sur le terrain.
Ce détail suggérait autre chose, l'arrestation avait été rapide et peut-être non conforme aux procédures. Aucune documentation officielle n'accompagnait l'image, ni tampon, ni marque du photographe, ce qui était inhabituel pour les photos de propagande de l'époque. Cela laissait supposer que la photo n'était peut-être jamais destinée à être vue publiquement. Ils ne pouvaient pas expliquer pleinement la présence des initiales, bien que de tels cas aient été observés auparavant, pour des personnes considérées comme des menaces pour le régime nazi. Cela pouvait indiquer que les membres de la résistance ou d'autres ennemis des nazis étaient marqués. Il y avait des précédents. Dans diverses archives, on trouvait des mentions d'unités de terrain marquant les prisonniers clés avec des identifiants parfois à la craie, sur un manteau parfois gravé sur du matériel ou des liens improvisés. Le fait que les initiales soient gravées sur le bracelet et non simplement écrites suggérait que quelqu'un y avait consacré du temps, peut-être même un soldat agissant sur un ordre spécifique. Mais ce n'était pas seulement le bracelet qui troublait les experts. Le visage de Frederica renfermait aussi des secrets. Plus il l'étudiait, plus il remarquait de détails. Pas seulement le défi dans son expression, mais aussi un hématome commençant à apparaître juste sous sa pommette gauche. Sur la photo originale en noir et blanc, de tels détails étaient difficiles à discerner. Mais avec la version colorisée qu'ils avaient créée, l'histoire de Frederica se révélait davantage. Une enflure près de la mâchoire indiquait un coup récent. Ses poignets étaient rouges et tendus par les liens serrés. Pourtant, son menton restait relevé. Ses yeux ne s'abaissaient pas vers le sol. Il restait en elle une lutte. Ce regard n'était pas fortuit. L'une des expertes de Dord, Elena Marovitch, qui a consacré sa carrière à redonner une identité aux personnes des documents de l'Holocauste, a suggéré que Frederica voulait être vue. Pas seulement vue, mais mémorisée. La photographie, autrefois un outil d'intimidation, s'était transformée en quelque chose de complètement différent. Un message codé dans la lumière et l'ombre préservée malgré le temps. Les nazis avaient tenté de l'humilier et d'en faire un exemple, peut-être, pour dissuader d'autres membres de la résistance. Mais Frederica avait tenu bon, elle n'avait pas montré de peur, elle n'avait pas reculé. Elle était restée inébranlable, défendant ce en quoi elle croyait. Plus les experts exploraient la biographie de Frederica, plus elle devenait fascinante. Son nom se perdait principalement dans des brochures peu connues et de vieilles notes d'interrogatoire. On pensait qu'elle dirigeait un petit réseau d'informateurs en Saxe aidant à faire passer des familles juives à travers la Pologne vers des territoires neutres. Pendant longtemps, on avait supposé qu'elle avait été capturée et exécutée en secret. Et pourtant, la voilà capturée en un seul instant, regardant l'histoire avec un feu dans les yeux. Le lieu en arrière-plan a permis de resserrer les recherches. Le design unique des fenêtres et la maçonnerie de briques correspondaient à un ancien poste de la Gestapo à la périphérie de Görlitz, près de la frontière polonaise. Le bâtiment existait encore transformé en musée de la Résistance. Le Centre européen de visualisation historique a contacté la Société historique de Görlitz, qui a envoyé une équipe pour examiner les photos sur place. Parmi eux se trouvait Anton Bayer, 75 ans, historien local à la retraite, dont le père avait autrefois été emprisonné dans ce même bâtiment pour des troubles civils non révélés. Anton est resté silencieux pendant la majeure partie de la réunion, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Regardez l'homme à sa gauche, a-t-il dit, pointant du doigt, un soldat gesticulant vers elle avec une main gantée. La boucle de sa ceinture, ce n'est pas une boucle standard de la Wehrmacht, c'est une boucle SS. Cela a de nouveau changé le cours de l'histoire. La présence d'un uniforme MM signifiait que ce n'était pas une arrestation militaire ordinaire. C'était une arrestation politique probablement organisée pour démanteler un réseau et très probablement destinée à servir d'avertissement. Mais si c'était le cas, pourquoi prendre une photo de nouveaux indices ont commencé à émerger, chacun plus troublant que le précédent? Un historien militaire de Vienne a identifié le troisième soldat à gauche comme Kokot Rotimacher, un homme apparaissant sur seulement deux autres photos connues de 1943, toutes deux liées à des activités de renseignement dans la région des Sudètes. Rotimacher a disparu après la guerre, n'a jamais été arrêté ni jugé. Ses crimes sont restés impunis. L'identité de la femme était désormais considérée comme établie, mais l'histoire ne faisait que commencer. Les analystes du Centre européen de visualisation historique ont poursuivi leur travail de grossissement, convaincus qu'il restait peu à extraire de la photo. À ce moment-là, l'image avait fait les gros titres des nouvelles locales et s'était rapidement répandue dans le monde entier. Quelques appels sont arrivés,
mais personne n'a fourni de nouvelles informations. Il savait que les chances qu'une personne se manifeste après 80 ans étaient infimes. Mais un coup de téléphone a tout changé. Il est arrivé tard un vendredi soir. Une voix calme, empreinte d'âge et d'incertitude, a demandé à parler à quelqu'un s'occupant de la photo. Elle s'appelait Anna Gerber et appelait depuis une petite maison de retraite près de Kassel, en Allemagne. La secrétaire a failli rejeter l'appel jusqu'à ce qu'Anna dise simplement « Je connaissais la femme sur la photo. Je pense qu'elle m'a sauvé la vie. » En moins d'une heure, un membre senior de l'équipe de visualisation parlait avec elle par vidéoconférence. Les yeux d'Anna se sont remplis de larmes lorsqu'elle a revu l'image à l'écran. Elle n'a pas hésité. « C'est Frederica », a-t-elle dit, hochant doucement la tête. Je n'ai jamais connu son nom de famille, mais je n'ai jamais oublié son visage. En 1944, Anna était une enfant âgée de seulement 6 ans lorsque sa famille a été arrêtée lors d'un raid nocturne, selon ses souvenirs. Son père était un membre actif du syndicat des transports et sa mère était soupçonnée de distribuer des tracts interdits. Ils ont été emmenés dans un point de transit près de Dresde, un endroit qu'Anna a décrit avec des détails glaçants, des barbelés, des chiens aboyants, des projecteurs transformant la nuit en jour. C'est là, selon elle, qu'elle a vu Frederica encore libre de chaîne. Elle était habillée simplement se fondant dans la foule, se déplaçant discrètement parmi les autres. Anna ne savait pas qui elle était, ni pourquoi elle était là. Tout ce qu'elle savait, c'est que Frederica l'a vue pleurer dans un coin et s'est approchée sans hésiter. « Elle m'a donné un demi-biscuit », a raconté Anna. « J'avais faim et ma mère avait été emmenée pour un interrogatoire. Mais plus important encore, elle m'a dit de rester calme, de ne pas bouger. Et quand les gardes ont changé, elle est revenue me chercher. Elle m'a fait sortir. Je ne sais pas comment. Elle m'a mis un manteau, m'a pris par la main, et nous sommes sortis ensemble comme si elle était chez elle. » Les souvenirs d'Anna étaient parfois fragmentés, flous avec le temps. Mais ce dont elle se souvenait le plus clairement, c'était la manière dont Frederica s'était agenouillée devant elle, juste avant que le chaos du poste de contrôle ne les sépare. Elle avait dit « Ne te retourne pas, Anna, avance, regarde seulement devant toi maintenant. » Anna ne l'a plus jamais revue. Une famille de fermiers l'a recueillie à quelques kilomètres de là. On lui a donné un nouveau nom et elle a été cachée jusqu'à la fin de la guerre. Elle n'a jamais su ce qui était arrivé à la femme qui l'avait aidée jusqu'à ce qu'elle voie la photo. L'équipe de visualisation stupéfaite a commencé à vérifier son histoire. Les détails correspondaient. Il y avait des registres d'un enfant correspondant au nom initial d'Anna enregistré puis disparu du système. L'itinéraire par lequel Frederica aurait pu la faire sortir correspondait à une entrée latérale non gardée plus tard murée. Ce n'était pas une preuve définitive, mais suffisamment convaincante pour changer la perception de la photo. Frederica Haas n'était pas seulement une résistante capturée. Elle agissait avec détermination, courage et humanité. Même face à sa propre arrestation encore et encore, elle risquait sa vie pour sauver les autres. Et c'est pourquoi, lorsqu'elle a finalement été capturée, elle se tenait sur cette photo avec un tel défi. Parce qu'elle savait qu'elle avait déjà accompli tant de choses que les nazis ne pourraient jamais défaire. L'histoire a de nouveau fait la une des médias, mais cette fois avec un nom et une survivante. Les gros titres sont passés de la spéculation à l'hommage. La photographie, autrefois une relique troublante, est devenue un symbole de désobéissance silencieuse et de courage extraordinaire. Dans son rapport final, le Centre a décidé de ne pas mettre l'accent sur les soldats. Ils se sont concentrés sur Frederica, sa présence, sa force tranquille et l'enfant qu'elle a sauvé. L'image a cessé d'être un simple témoignage de cruauté. Elle est devenue une preuve que même dans les moments les plus sombres de l'histoire, certains ont choisi le bien. Que pensez-vous de cette histoire? Connaissez-vous d'autres actes de bravoure pendant les guerres? Partagez-les avec nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'être resté avec nous tout au long de cette vidéo. Si vous trouvez notre travail important, nous vous prions de le soutenir avec un pouce bleu et un abonnement. De plus, pour ne pas manquer nos prochaines sorties et rester au cœur de l'actualité, vous pouvez cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications.